Aujourd'hui, je vous propose de voir plus près les actions d'appui au développement communautaire en faveur des localités riveraines du parc Pandjari. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur l'environnement, notre défi. En studio avec moi, Franck Babatunde, il est le directeur des actions périphériques du parc national de la Pandjari. Jano Francisco, secrétaire exécutif de l'Union régionale des avigrefs du parc W Bénin, et Djato Djaleni, directeur exécutif de l'avigref Pandjari. Je rappelle que Avigref signifie Association villageoise de gestion des réserves de faune. Eh bien, avec eux, nous allons faire le point des actions d'appui au développement communautaire menées par la direction du parc depuis 2017, année de la prise de gestion déléguée par l'ONG African Parks en partenariat avec le gouvernement du Bénin et les communautés locales. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame la journaliste. Monsieur Babatunde, dites-nous, quelle place accorde l'ONG African Parks au développement communautaire dans sa stratégie de gestion? Par rapport à sa stratégie de gestion de nos aires protégées, à savoir le parc national de la Pandjari en 2017 et à la suite en 2020 le parc national du W Bénin, African Parks repose sa stratégie sur 3 piliers fondamentaux. Il y a la conservation de la biodiversité, ensuite le développement communautaire et la génération des revenus. Je le disais dans mon introduction, l'ONG African Parks a pris la gestion déléguée du parc national de la Pandjari en 2017, en partenariat avec le gouvernement du Bénin et les communautés locales. Alors, présentez-nous quelques actions phares menées par le parc en faveur de ces communautés pendant ces 8 ans. Et de façon fondamentale, en ce qui concerne le développement communautaire, je dirais que la stratégie qui est développée par African Parks pour améliorer les conditions de vie des communautés riveraines du parc national de la Pandjari repose sur 3 composantes clés. Oui, allons-y. Et la première composante, c'est la composante de l'engagement. C'est l'ensemble de toutes les interventions qui sont mises en œuvre pour construire un solide groupe de soutien à la conservation des ressources naturelles de ce patrimoine national. Et en dehors de cela, nous avons la deuxième composante qui est l'éducation. Nous tous, nous savons le rôle que joue l'éducation dans le développement socio-économique d'un pays. Donc, African Parks s'appuie sur ce secteur pour pouvoir éveiller la conscience de la jeune génération, parce que les aires protégées sont gérées pour la postérité. Donc, il y a des efforts qui sont consentis pour permettre à ce que le système éducatif à la périphérie du parc puisse s'améliorer, afin de renforcer les efforts qui sont consentis par l'État béninois et les autres partenaires. Et toujours dans ce volet, les actions qui sont menées sont relatives au développement des activités d'éducation environnementale. Et en dehors de ça, nous avons la troisième composante qui est le développement de l'économie locale et par extension de l'économie nationale. Parce que la gestion du parc national de la Pandjari et du W également, tel que le modèle qui est mis en œuvre, c'est de faire en sorte que ces joyaux soient des instruments de développement économique du pays. Pour aller de façon concrète aux réalisations, je dirais que par rapport à chaque composante, et lorsqu'on aborde la composante engagement, African Parks, dès qu'elle a pris la gestion du parc, a signé un contrat de partenariat avec l'Avigref, qui est un partenaire important dans le dispositif de gestion du parc. Donc, grâce à ce partenariat, il y a des actions qui sont menées en étroite collaboration avec l'Avigref. Et certaines actions sont concédées à l'Avigref pour être menées, bien entendu, avec un dispositif de suivi. Et au nombre de ces activités, nous avons le développement de l'agriculture durable autour du parc national de la Pandjari. Et comme acquis, à date,
nous pouvons dire que on a couvert au moins 1000 hectares de superficie pour des pratiques d'agriculture durable autour du parc. Et les principales spéculations qui sont développées sont le coton biologique, le soja biologique et également du maïs, suivant des règles de gestion durable des terres et de contrôle rationnel en respectant des normes environnementales des ravageurs. Donc, cela constitue aussi des sources de revenus aux communautés riveraines. Grâce à cet accompagnement, à ce partenariat, et lorsqu'on met ensemble le revenu que ces activités génèrent aux communautés, on est dans l'ordre d'au moins 100 millions de francs CFA. Lorsque les recettes qui sont issues de la vente du coton... Pour quelle périodicité? Depuis le 2017, c'est ça? Oui, depuis 2017. Depuis 2017. Donc, lorsqu'on va faire la moyenne de 100 000 sur les 8 ans, cela nous permet déjà d'avoisiner au moins une vingtaine de millions par an. Sur les 2 derniers volets, à savoir l'éducation, et nous avons accompagné au moins une 60aine d'écoles primaires publiques à la périphérie du parc, en les dotant de matériel didactique, de mobilier, et en les accompagnant également à recruter des enseignants communautaires. Qui paye ces enseignants? C'est la direction du parc national qui prend en charge le salaire de ces enseignants communautaires. Et en dehors de cela, il y a eu la construction des cuisines pour faciliter le bon fonctionnement des cantines scolaires dans 27 écoles riveraines. Et nous avons également octroyé des kits scolaires à des enfants, à des élèves qui sont en situation de vulnérabilité, des orphelins qui sont en situation de vulnérabilité, et pour accompagner les parents de ces enfants-là, les tuteurs de ces enfants, pour leur permettre d'avoir la même chance et d'avoir accès à une éducation de qualité. En dehors de ça, par rapport à l'éducation environnementale, nous avons à ce jour 18 clubs de l'environnement qui sont installés dans les différentes écoles riveraines et qui sont régulièrement animés, et les membres de ces différents clubs de l'environnement organisent et participent à des activités liées à la préservation de l'environnement, par exemple le reboisement. Ces clubs-là produisent des plants, les mettent en terre et procèdent à leur suivi, et il y a également des campagnes de salubrité pour assainir le cadre de vie qui sont organisés avec ces clubs de l'environnement. Maintenant, pour revenir au niveau de la composante engagement, Monsieur Djaleni a évoqué la question de l'accès aux ressources. Je vais étayer ces propos par le nombre de personnes, le nombre d'autorisations qu'on a pu délivrer au niveau du parc national de la Pendiari. Il y a eu au moins 400 autorisations qu'on a eu à délivrer aux communautés, et il y a eu 4200 personnes qui ont bénéficié de ces autorisations. Et ces autorisations touchent principalement les ressources comme la paille. Il y a également la pêche qui est organisée, et c'est également une source de revenus pour ces acteurs, ces pêcheurs-là qui mènent cette activité. Et comme à titre d'exemple, cette activité qui est autorisée a permis aux communautés de pêcher 81 tonnes de poissons. 81 tonnes de poissons, et le kilogramme est vendu en moyenne à 1300 francs. Donc imaginons déjà le revenu que cela apporte aux communautés. En dehors de cela, il y a maintenant l'aspect économique, le développement de l'économie locale. À ce niveau, nous accompagnons trois chaînes de valeur clés. Il y a l'apiculture. Nous savons le rôle que les abeilles jouent dans la conservation de la biodiversité. Donc, à travers l'accompagnement que nous apportons aux apiculteurs autour du parc, nous voulons les amener à mener des activités
économiques qui ont un faible impact sur l'environnement. Et là, cet accompagnement a permis à ces apiculteurs de récolter et de commercialiser plus de 5 tonnes de miel. Plus de 5 tonnes de miel. Et en dehors de cela, il y a les activités de la pêche commerciale, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et la troisième chaîne de valeur qui est accompagnée, c'est la transformation des produits forestiers non ligneux. Alors, Monsieur Francisco, dites-moi, quelle est l'importance de toutes ces actions évoquées par Monsieur Babatunde? Quelle importance cela a pour ces communautés riveraines-là? Merci, madame. Je pense que ce que M. Babatunde vient de dire est primordial pour les communautés. Étant à côté du parc, les communautés ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc, elles subissent une restriction à certaines actions. Et donc, ce que African Parks apporte vient aider ces communautés à compenser ce qu'elles ne peuvent pas se faire librement. Et donc, cela va dans le sens de contribuer à l'amélioration de leur quotidien. Et je peux vous dire que ce que African Parks a commencé depuis son arrivée au niveau de nos parcs est salutaire et permet aujourd'hui que, malgré tout ce qui se passe, ces communautés tiennent toujours debout. Monsieur Djaleni, vous êtes le directeur exécutif de l'Avigref Parc Pandjari. Toujours sur les actions menées en faveur des communautés, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Il faut dire qu'au niveau de la Pandjari, si on veut regarder en arrière, les pratiques des populations, en fait, on n'a pas enlevé de leur quotidien, de leurs habitudes, ce qu'ils avaient comme accès au parc. Mais nous avions réglementé, ordonné ce qu'ils peuvent avoir pour accéder au parc. Donc il y a des règles qui ont été établies et que c'est à partir de ces règles que ces populations peuvent désormais accéder à ces ressources. Donc c'est la seule différence par rapport au passé où il y avait de l'anarchie, il y avait des pénétrations sans contrôle et il y avait des conflits qui sont liés au fait de la méconnaissance de ces règles par les communautés. Donc aujourd'hui, nous avons établi ces règles et nous avions diffusé ces règles au sein de ces communautés et ça leur permet d'accéder régulièrement et toujours à ces ressources. Elles sont empêchées d'avoir accès au parc. Exactement, madame. Nous n'avions pas empêché les populations d'accéder au parc, mais nous avons réglementé l'accès de ces ressources par les communautés au parc. Donc aujourd'hui, les populations, par exemple, continuent d'accéder à la terre. Parce que au lieu que le front agricole avance de façon anarchique, sans contrôle, nous avions essayé de délimiter l'accès à cette terre-là pour permettre à ce qu'on puisse contrôler l'utilisation de ces terres à travers le processus de mise en place du plan d'utilisation des terres. Donc ça permet d'éviter les conflits entre éleveurs, agriculteurs et d'inclure dans la tête de ces populations des pratiques durables d'agriculture pour permettre à ce que ces populations, bien que la démographie ne facilite pas l'extension du sol, mais que ces populations puissent durablement utiliser ces terres-là pendant longtemps en un seul endroit et laisser à une génération future. Monsieur Francisco, comment est-ce que les communautés ont accueilli ce nouveau modèle de gestion? Est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences? À l'arrivée de African Parks au W, c'était pratiquement un chaos. Parce que la manière dont les ressources étaient détruites inquiétait la communauté elle-même. Il y avait déjà une soif de remettre les pendules à l'heure. Et à l'arrivée de African Parks, nous avons eu droit à une antichambre. Le gouvernement a estimé qu'il fallait préparer les communautés à ce qui va arriver. Et donc nous avons eu droit à un programme intermédiaire qu'on a appelé le PIP, au cours duquel on a annoncé les couleurs. Et on a mobilisé les communautés à adhérer à cette nouvelle approche. Et à travers les résultats obtenus au PIP, cela a facilité le déploiement du travail de African Parks. Et aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup sont surpris déjà du fait que
il y a de l'ouverture, il y a la possibilité d'accéder aux ressources. On sait aujourd'hui quand même qu'on peut écrire à la direction du parc pour dire nous avons besoin d'accéder à telle ressource. Et la direction du parc, avec les avigrefs, nous organisons le prélèvement au niveau de la communauté et tout le monde va pour chercher la ressource et revenir sans s'inquiéter. Et d'ailleurs, cela a permis aujourd'hui à la communauté de savoir qu'elle peut tirer beaucoup de ces ressources qu'elle exploitait mal. Monsieur Djaleni, parlez-moi de l'impact que toutes ces actions ont eu sur la communauté. Le premier impact qu'on peut noter au sein de la communauté, c'est l'engagement des communautés vis-à-vis de la conservation des ressources naturelles. Parce que ça se sent par leur comportement. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de conflits homme-faune, quand les éléphants ou les animaux sauvages détruisent des cultures des populations, leur attitude, ça permet de confirmer qu'il y a un impact. Parce qu'avant, ils se vengeaient. Mais ils seront là, à 10 mètres, et ils prennent leur téléphone pour appeler la direction du parc pour dire « Venez voir, les éléphants sont en train de détruire mon champ d'igname ». Et ils sont là, venez. Donc, ils ne mènent plus des actions répressives automatiquement. C'est déjà un signe d'engagement, de comprendre qu'en fait, ces animaux, c'est pour nous. Ce n'est pas pour le parc. Et comme il y a le processus d'indemnisation que le parc a mis en place, ils savent bien qu'ils ne vont pas s'en sortir bredouilles. Donc, à la fin de ces dégâts, le parc fera quelque chose pour permettre leur famille, voilà, il ne sert à rien d'abattre l'animal. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est le taux de scolarisation que nous observons aujourd'hui dans ces villages. Parce que par l'appui de ce qu'il est en train de dire, des tables-bancs, d'appui à l'amélioration des cantines, le fait de donner du matériel didactique, donc ça permet à tous les enfants d'aller à l'école et qu'il y ait un faible taux de déscolarisation. Alors, je parlais de la collaboration entre... L'Avigref était là avant que African Parks n'obtienne le contrat de gestion de la part du gouvernement. Comment est-ce que vous avez pu collaborer ensemble? Il faut dire que c'est partie de la maturité de la communauté. Je dis toujours de l'engagement de la communauté, de la compréhension de la communauté que désormais la protection de la biodiversité de l'environnement, c'est un travail de tous. Donc la population reste toujours aux côtés du gestionnaire parce que dans les lois, dans les textes qui régissent la conservation de ces parcs, de ces réserves, il est dit que le gestionnaire gère les parcs en collaboration avec les communautés organisées. Donc comme les populations savent que peu importe le gestionnaire, leur place est garantie, donc il n'y a pas question de s'opposer ou de se mettre en déphasage de l'objectif que l'État a voulu et que le gestionnaire a prescrit. Recevez-vous des plaintes concernant les actions menées dans le parc? Si oui, quelle est la nature de ces plaintes, Monsieur Francisco? Oui, merci beaucoup, madame. Vous savez, là où il y a des actions humaines, il y aura toujours des mécontents. Et le mécontentement n'est pas forcément lié à une quelconque méchanceté. Mais c'est dû parfois ou surtout à l'ignorance. Et donc, dans les actions développées par African Parks, d'abord dans le modèle, il y a eu de la place pour les plaintes. Les plaintes de deux sortes. Les plaintes des communautés vis-à-vis des agents de African Parks et des plaintes des communautés vis-à-vis de ce qui a été mis en place comme mécanisme pour leur permettre d'accéder aux ressources. Et des deux côtés, je pense, il y a eu, les premières plaintes étaient des plaintes liées à une malcompréhension, à une mauvaise compréhension des choses, à une mauvaise appréciation de la manière dont les choses se passaient. Mais quand les travaux de sensibilisation se sont intensifiés, les communautés ont compris le bien fondé et ont adhéré au projet. Je peux vous dire, pour aller plus loin et étayer ce que mes prédécesseurs ont dit, on n'est pas resté seulement dans la collaboration avec APN dans la bouche. On est allé plus loin. Il y a des instruments qui sont mis en place. Avigref, au niveau des deux parcs, fait partie du conseil de gestion et décide et va s'asseoir avec le gestionnaire pour voir ce qui est prévu pour l'année qui vient. Tous les plans d'affaires sont passés au peigne fin dans les conseils de gestion. Et au niveau du comité de suivi mis en place par le gouvernement, les communautés sont également représentées à travers les maires. Et c'est là-bas que les décisions, les propositions faites par les communautés
déjà au niveau du conseil de gestion, sont entérinés et approuvés par le gouvernement plus haut. Et donc, c'est pour dire que la prise en compte des communautés dans la gestion des aires protégées n'est plus un slogan au Bénin. La gestion participative, elle est effective. Elle est effective et elle force même l'admiration au niveau international aujourd'hui, où des gens souhaitent utiliser le modèle béninois pour garantir une gestion durable de leurs ressources. Monsieur Babatunde, ces plaintes que M. Francisco a évoquées, quelques-unes au début, malcompréhension, ou bien il y a aussi cette appréhension d'un nouveau mécanisme de gestion et tout. Comment est-ce que vous avez géré ces plaintes et quels sont les canaux mis en place pour le suivi? Parce que ce n'est pas qu'au début, d'autres plaintes peuvent subvenir et être intemporelles. Oui, comme M. Janoya le dit, African Parks a mis en place un dispositif de gestion des plaintes. Et dans ce dispositif, nous avons plusieurs canaux qui sont utilisés par les communautés pour formuler leurs plaintes. Et le premier canal, c'est par voie téléphonique. Donc, il y a des numéros verts qui sont disponibles et les communautés appellent gratuitement pour formuler leurs plaintes. Et ensuite, nous avons également des boîtes de suggestions qui sont installées dans les villages riverains pour permettre à ce que les communautés puissent introduire dans ces boîtes-là leurs préoccupations. Et de façon périodique, ces plaintes-là sont collectées, traitées et des réponses sont données aux plaignants pour leur dire qu'on a eu connaissance de leurs plaintes, c'est en cours de traitement. Et s'il y a une réponse, on leur transmet ces réponses-là afin que, comme Janoya le dit, qu'on puisse mieux s'entendre. Et la plupart du temps, effectivement, c'est des plaintes qui sont liées à des malcompréhensions. Et cela est réglé avec l'intensification des actions de sensibilisation. En dehors de cela, il y a également les cellules à VIGREF qui sont là, qui sont des canaux par lesquels les communautés passent pour pouvoir transmettre leurs plaintes au PAC. Et donc, une fois que nous recevons ces plaintes-là, également, c'est traité et puis on arrive à répondre aux préoccupations des plaignants. Parlant de plaintes, Monsieur Djaleni, comment est-ce que ces plaintes ont été gérées avec les communautés pendant ces 8 ans de gestion déléguée par l'ONG African Parks? Il faut dire qu'il y a, au-delà du mécanisme de gestion des plaintes qui permet aux populations d'apporter leurs plaintes, mais il y a un comité de gestion des plaintes qui est mis en place au sein du dispositif du parc. Donc, ça dépend de la plainte. Lorsqu'il s'agit, par exemple, des dégâts des animaux, parce que c'est une plainte qu'on le veut ou pas, c'est une plainte. Quand ils appellent, c'est qu'ils se plaignent. Donc là, on descend sur le terrain et on évalue les dégâts et ça permet de calculer l'ampleur et on procède à l'indemnisation. Lorsqu'il s'agit de conflits liés à l'accès à la terre, parce que des individus ou des familles se mettent ensemble, se querellent pour des questions de terre. Donc nous invitons ces comités-là, ces personnes, pour siéger au sein du comité et les écouter. Nous sommes tenus de faire des compromis. Donc on essaye de trouver ces compromis et chaque partie rentre satisfaite de ce que nous avions décidé et l'harmonie revienne au sein de ces populations-là. Au-delà de tout ce dispositif qui est mis en place, il y a un outil important qui a été mis en place au niveau des 2 parcs et qui est venu nous réjouir du fait que il y a au niveau des 2 parcs un pôle droits de l'homme. Oui, pour permettre de gérer toutes les questions qui sont liées aux plaintes de maltraitance éventuelle ou quelqu'un qui sent qu'on l'a lésé sur le plan de ses droits, ainsi de suite. Et ce pôle travaille de commun accord avec les AVIGREF et va sur le terrain, sensibilise les communautés sur leurs droits et leurs devoirs en matière de droits de l'homme et lié maintenant à la gestion
des ressources naturelles. Et donc ça permet aux communautés de savoir que, en même temps qu'elles ont des droits, elles ont également des devoirs et qu'elles doivent avoir des comportements vis-à-vis des agents du parc et vice-versa. Et donc ça a été un point positif. Nous avons beaucoup apprécié cela et j'ai voulu souligner cela ici. Quelles sont les perspectives pour les prochaines années en matière d'appui au développement communautaire, M. Babatunde? Par rapport aux actions de développement communautaire autour du parc national de la Pendiari, nous allons intensifier les actions pour renforcer l'engagement communautaire. Il y a eu, comme on l'a dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, on va chercher à améliorer davantage la cohésion, le partenariat que nous avons noué avec les communautés riveraines. Et en dehors de cela, il y a la question de la gestion durable des terres. Est une problématique très très importante. Et pour nous, les prochaines années, ça fera partie des grands chantiers pour nous. Parce qu'une fois on arrive à mieux définir la manière dont on pourra gérer les terres autour du parc, cela va servir vraiment d'un véritable outil pour impulser le développement à la périphérie du parc, tout en préservant les ressources à l'intérieur du parc. Et il y a également le développement des infrastructures socio-communautaires et structurantes pour pouvoir impulser le développement de l'économie locale et adresser les besoins fondamentaux des communautés. Et je vais parler par exemple de l'accès à l'eau potable. C'est l'occasion de saluer également les efforts qui sont consentis par le gouvernement dans ce sens. Donc, ce serait renforcé. Et il y a également les questions liées au pastoralisme et la transhumance, parce que c'est une problématique importante à laquelle nous faisons face au niveau du parc national de la Pendiari. Donc ça fera partie des chantiers sur lesquels nous allons nous investir pour que la cohésion sociale puisse régner. Parce que autour de notre aire protégée, s'il n'y a pas la cohésion sociale, ce n'est pas évident qu'on puisse atteindre nos objectifs de conservation. Voilà. Monsieur Tchato Djaleni, en fonction des préoccupations des communautés et ces perspectives évoquées par M. Babatunde, comment est-ce que vous entrevoyez le parc Pendiari dans les prochaines années? Merci madame. Il faut dire effectivement que, à écouter le directeur des actions préférées de la Pendiari, il est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que au niveau de la Pendiari, il y a la nouvelle zone qu'on appelle la zone série, que nous venons en 2020 d'annexer au parc Pendiari. Donc c'est un terrain encore beaucoup plus vierge et qu'il y a encore de la matière, notamment renforcer l'engagement de ces populations-là à la conservation de la biodiversité et délimiter de façon très claire et nette le front agricole pour leur permettre de ne pas tomber sur le coup de la loi et développer beaucoup plus des activités génératrices de revenus dans cette zone et faciliter l'accès à la terre, comme il a dit, à ces populations de façon équitable et durable. En plus, il faut qu'on travaille avec la situation que nous traversons à ce que la cohésion sociale puisse régner. Et on demande aussi, c'est vrai que ce n'est pas le parc, mais que l'État fasse des ouvertures, surtout dans la zone série, parce que les voies ne sont pas praticables. Donc ça nous dérange, ça nous empêche de mener à bien des activités de sensibilisation dans ces zones en période surtout de saison pluvieuse. Voilà. Parlant toujours de perspective, qu'est-ce que vous avez à dire à cet effet, M. Francisco? Oui, madame, je pense que M. Franck a dit, il a annoncé les grands chantiers pour l'avenir. Le gros problème que nous avons autour des parcs aujourd'hui, c'est la cohabitation entre l'agriculture et l'élevage, qui sont les deux grandes activités majeures. Et nous sommes déjà engagés sur ce chantier-là et nous sommes prêts à aller de l'avant avec la direction du parc sur ce chantier. C'est de faire en sorte qu'on puisse, de commun accord avec les communautés, élaborer ensemble le plan d'utilisation des terres. Et à travers l'élaboration de ce plan, trouver les moyens de pouvoir dire au niveau de chaque activité jusqu'où on peut aller. Et là, cela va nous permettre de renforcer
la paix. Ça nous permettra d'aller plus loin sur le plan de la cohésion sociale au niveau des communautés. Je pense que en dehors de ces défis, nous, en tant qu'association des villages riverains du parc organisés, nous attendons des appuis de la part de African Parks pour nous permettre d'être au standard de pouvoir recevoir ou aller mobiliser des financements, parce que la tâche, elle est vraiment grande. Et African Parks seul ne pourra pas le faire. Nous sommes prêts à l'accompagner dès que nous avons les capacités qu'il faut pour pouvoir attirer des financements de la part des bailleurs et accompagner ce qui se fait déjà pour le mieux-être des communautés. Mesdames, Messieurs, cette émission tire vers son thème, mais avant, nous allons faire un dernier tour de table avec nos invités. Mot de la fin, un message à passer. Monsieur Franck Babatunde. Oui, comme mot de la fin, je tiens sincèrement à remercier l'ORTB. Je remercie également les communautés riveraines du parc, les autorités à divers niveaux, qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans cette noble mission qui a été confiée à African Parks. J'avoue que sans leur engagement, leur contribution, on n'allait pas avoir ces résultats qu'on a présentés aujourd'hui. Et je voudrais utiliser ce canal-là pour leur demander de continuer à nous soutenir, de ne pas baisser les bras. Et comme ils ont l'habitude de bien le faire, lorsqu'il y a des observations qui vont dans le sens d'améliorer notre style de management, qui n'hésitent pas à partager ça avec nous. Monsieur Djato Djaleni, avez-vous également un message à passer aux communautés, aux autorités ou une demande à formuler? Merci madame. C'est important de permettre à ce que la communauté internationale et nationale puisse savoir ce qui se fait dans le Septentrion, surtout dans les parcs nationaux. Je voudrais inviter les communautés à ne pas baisser les bras, de continuer leur engagement, de renforcer leur adhésion pour la conservation de la biodiversité, de rester aux côtés du gestionnaire pour qu'on atteigne tous l'objectif qui permettra à notre pays de profiter de ce joyau naturel que Dieu et que nos ancêtres nous ont légué. Je voudrais inviter également le gestionnaire de ne pas être fatigué, parce que la population, elle est un peu complexe. On ne peut jamais finir d'apprendre, on ne peut jamais être fatigué de leurs plaintes, de toujours avoir la porte ouverte pour nous recevoir, de toujours renforcer notre engagement, d'ouvrir pour toute la génération future leurs caprices et de trouver des solutions. Nous sommes là pour construire et on ne finira pas de construire parce que le monde évolue et ne va jamais s'arrêter. Mais je voudrais, dans la période que nous traversons, remercier aussi les forces de défense et de sécurité. Donc, je leur remercie pour tous les efforts. Nous sommes reconnaissants. Nous n'avons pas la voix, mais par ce canal, nous leur disons merci. Quel sera votre mot de la fin, également, Monsieur Francisco? Merci, madame. Je voudrais remercier la SRTB pour nous avoir donné l'opportunité de parler des questions liées à la conservation dans nos aires protégées, nos parcs nationaux. Ça ne vient pas souvent. Et nous souhaitons que cela continue. Et je voudrais également dire merci aux autorités gouvernementales, d'abord pour avoir eu la vision de souscrire à la délégation de gestion pour nous permettre de savoir de quoi nous sommes capables. Et aujourd'hui, il n'était pas évident qu'on puisse avancer de cette façon-là avec African Parks. Mais nous nous étonnons nous-mêmes des résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. C'est un mérite que nous devons aux autorités qui nous dirigent aujourd'hui. Je voudrais également demander aux communautés de continuer à soutenir les actions d'African Parks, de continuer à apporter leur soutien à tout ce qui se fait sur le terrain, de continuer à s'engager et que cet engagement se fasse de génération en génération. Et je voudrais enfin remercier les autorités sécuritaires pour le travail qu'ils abattent. Si vous n'êtes pas à côté, vous ne pouvez pas comprendre. Et ce n'est pas facile. Et par la même occasion, je voudrais rendre un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans ces périodes que nous traversons dans le but de conserver les ressources naturelles.
C'est par ces mots que je voudrais vous dire merci. Merci à vous, chers messieurs. Je rappelle que j'ai avec moi en studio aujourd'hui pour l'environnement notre défi Franck Babatunde. Il est le directeur des actions périphériques du Parc national de la Pandjari. Jano Francisco, secrétaire exécutif de l'Union régionale des avigrefs du Parc W Bénin, et Djato Djaleni, directeur exécutif de l'avigref Pandjari. J'avais précisé en début d'émission, Avigref, c'est Association villageoise de gestion des réserves de faune. Et avec ces trois messieurs, nous avons fait le tour des actions d'appui au développement communautaire du Parc Pandjari, actions menées depuis 2017 par l'ONG African Parks en faveur des communautés locales. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.